Commence par une Françoisade, j'avais oublié de débloquer mon micro. Donc, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien pour ce 55 numéro de Alliance Éco, le 18 février 2026. Alors, comme traditionnellement, nous allons démarrer par un point sur l'or et la valeur de l'or. Alors, voilà, il y a 2 semaines, l'or se vendait à 4 137,15 € l'once. Aujourd'hui, ce midi, parce que j'ai préparé mon live ce midi, l'or était à 4 165,70 € l'once. Donc, il a progressé de 28,55 €, soit de 0,69%, ce qui n'est pas énorme. Mais entre les deux dates, il y a eu d'énormes hauts et bas, puisque, vous le savez comme moi, il y a des très très fortes tempêtes aujourd'hui sur le marché des métaux précieux, particulièrement l'argent, pour lequel il y a encore et toujours des contrats à terme, en vente à terme, qui sont incroyablement losing, enfin qui sont en perte, quelque chose de pas possible. Et donc le COMEX, par tous les moyens, essaye de limiter la casse, mais on se doute très fort que vers le 11 mars environ, le COMEX fera faillite parce qu'il n'y aura plus d'argent dans les réservoirs, dans les stocks, et d'argent physique, je veux dire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, c'est le prix de Shanghai qui va reprendre le flambeau. Et là, chose extraordinaire, vous savez que le coût de l'argent à Shanghai est à peu près 20 à 30 dollars l'once plus cher qu'au COMEX, tout ça parce qu'il y a des manipulations épouvantables qui se font dans le marché de l'argent papier. Mais c'est une autre histoire, on y reviendra un peu plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet de la journée. Alors, quel est le sujet de la journée? Eh bien, c'est l'argent, tout simplement. L'argent, le flouze, les pépites, voilà, c'est comme ça, vous voyez? Donc, l'argent et surtout la gestion de l'argent, tout le monde l'utilise, mais peu de gens le gèrent correctement. Alors, je voudrais vous demander, pour ce live-ci, je vais arrêter pendant 10 secondes, même 15 secondes, je voudrais que vous preniez dans votre main une calculette ou votre smartphone avec à l'endroit de la calculette, un peu comme ceci, quoi, voilà, ce que j'ai fait moi, voilà, ma calculette de mon smartphone, et que vous ayez ça près de vous, parce qu'on va jouer un petit peu avec la calculette aujourd'hui. Voilà. Donc 15 secondes pour aller chercher votre calculette. Et entre-temps, je vais demander à ma petite femme de m'avoir un petit verre d'eau, si tu veux bien. Merci, mon amour. Donc, merci ma chérie. Donc voilà. Alors on n'avait pas besoin de la calculer tout de suite, mais on va voir quand même que c'est quand même intéressant, parce que je vais vous montrer des petits trucs très simples pour arriver à gérer l'argent correctement. Et gérer l'argent, ça demande parfois de faire des calculs. Bon, alors on y va, c'est parti. Première chose par rapport à l'argent, c'est quelles sont nos croyances par rapport à l'argent. En France, je sais qu'en France, parler de l'argent, c'est presque tabou. Je connais très bien les Américains, et en plus, nous avons une fille à Los Angeles qui est là depuis maintenant, combien? 5 ans? 5 ou 6 ans, et qui parle très librement de l'argent, comme tous les Américains. La mentalité par rapport à l'argent en France, en Belgique d'ailleurs c'est pareil, et les États-Unis, c'est très différent. Et en France, chez nous, on entend énormément de croyances qui sont pour moi des croyances limitantes, du style l'argent c'est sale,
L'argent, c'est dégueulasse, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, mais justement, parce que ça n'a pas d'odeur, on peut faire n'importe quoi. Non, mais vraiment, tu crois que l'argent, ça me tombe des arbres, ou que ça pousse en terre, ou que ça me pousse sur le dos. D'accord. On entend souvent le temps, c'est de l'argent. Les riches, c'est tous des salauds ou des profiteurs ou des exploiteurs. L'argent facile, ça n'existe pas. Vaut mieux être pauvre et honnête que riche et malhonnête. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. En quoi la pauvreté serait plus honnête que la richesse, hein. C'est complètement ridicule, ce genre de phrase, mais bon, voilà. Je connais des riches extraordinairement honnêtes et des pauvres extrêmement malhonnêtes. Vous inquiétez pas. Je dirais même plus qu'il y a plus de pauvres malhonnêtes que de riches honnêtes. Parce que le pauvre, il a très souvent tendance à dire oh, ben, je vais essayer je vais prendre quelque chose, ou tiens, le magasin s'est trompé. Il m'a privilégié, il m'a compté 5 euros de moins, je vais surtout me taire. Je suis désolé, moi personnellement, et les riches que je connais, dit, madame, vous êtes trompée, je dois vous payer 5 euros de plus. Les gens me remercient. Bon, il n'y a pas de lien entre la pauvreté et l'honnêteté, c'est complètement ridicule cette phrase. Bon, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, ça ce sont des phrases qu'on entend très souvent pour des gens qui ne veulent jamais prendre de risques, hein, d'accord. Ouh là là, c'est incertain, donc deux tu l'auras ou trois tu l'auras. Non, non, je préfère un tien que deux tu l'auras. Mais généralement, ce sont des gens qui prennent des très mauvaises décisions parce qu'il faut savoir que ne pas investir, c'est aussi prendre un risque, hein. Donc voilà, exactement. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Parfois on entend, mais il y contribue, comme si l'argent avait pour fonction de rendre les gens heureux. Je suis sincèrement désolé. La fonction de l'argent, c'est quoi? La fonction de l'argent, c'est d'être rémunéré pour un service offert ou un service donné. Ça, c'est la fonction de l'argent, c'est tout. C'est un moyen d'échange entre un service et quelque chose de monétaire. Ça, c'est la fonction de l'argent. Le bonheur n'a jamais, jamais, jamais été la fonction de l'argent. C'est tout à fait certain. D'ailleurs, la plupart des gens qui mettent leur bonheur dans quelque chose d'extérieur, je mets mon bonheur dans ma maison, je mets mon bonheur dans ma famille, je mets mon bonheur dans l'argent, je mets mon bonheur dans, je sais pas moi, le plaisir extérieur, ce sont des gens qui sont fondamentalement malheureux. Le bonheur, c'est quelque chose de complètement interne et n'a strictement rien à voir avec l'argent. Et aussi, l'argent appelle l'argent. Autrement dit, l'argent, c'est pour les riches, c'est pas pour moi. Je suis pas digne d'avoir de l'argent. Enfin, on entend toutes sortes de trucs comme ça. D'accord? Et sachez que toutes ces croyances-là, eh bien, elles ont pour résultat, pour conséquence, que, en général, eh bien, les gens qui cherchent après l'argent, qui courent après l'argent, n'en trouvent jamais, parce que justement, ils repoussent l'argent avec ses croyances. C'est complètement inconscient, mais je vous garantis que c'est vrai. Lisez tous les livres, et il y en a des milliers et des milliers à propos de l'argent et de la richesse, et de créer de l'argent et l'investissement, etc. Eh bien, tous vous diront, la première chose à faire, c'est changer sa façon de penser par rapport à l'argent pour que l'argent commence à venir. Parce que l'argent, c'est un flux et c'est surtout une énergie. L'argent, oui, oui, c'est une énergie. Et une pensée, c'est une énergie aussi. Vous pouvez attirer de l'argent ou repousser l'argent. Et je peux vous assurer qu'avec ces croyances-là, comme elles sont écrites ici, eh bien, c'est plutôt des croyances qui vont repousser l'argent. D'accord? Or, vous serez d'accord avec moi qu'il faut de l'argent pour payer son médecin, il faut de l'argent pour payer ses pommes de terre ou son pain, il faut de l'argent pour pouvoir acheter de la viande, des vêtements, des chaussures, une voiture, une télévision. L'argent est omniprésent dans notre vie. L'argent n'est qu'un moyen d'échange, je le rappelle, c'est un moyen d'échange et rien d'autre, et n'a strictement rien à voir avec l'honneur, le bonheur, l'honnêteté ou qu'est-ce que je veux. L'honneur, ça n'a strictement rien à voir. Alors, il faut savoir qu'il y a un cycle qui est archi connu en psychologie, en psychiatrie et partout, c'est que nous sommes en même temps des gens qui agissons, donc on agit, on pense et on ressent. Donc les ressentis, c'est des émotions, c'est un peu... Il y a des psychologues qui vont dire non, c'est deux choses différentes, on est bien d'accord, c'est deux choses différentes, mais pour le besoin de la cause, ici, simplifions un tout petit peu. Donc l'émotion ou le ressenti, alors comment est-ce que ça fonctionne chez nous à l'intérieur? Eh bien, lorsque
on vit un événement, une réalité quelconque, eh bien, ça touche nos croyances. Et donc, cette croyance va nous faire penser un certain nombre de choses, va vous créer chez nous un certain ressenti, et ce ressenti va nous pousser dans une forme d'action, ce qui va refaire une nouvelle réalité, généralement, qui va renforcer la réalité de la croyance. Si, par exemple, quelqu'un se met à parler d'argent, ah ben moi j'ai besoin d'investissement, d'autant je vais investir comme ça, je vais faire comme ça, il y a des gens qui croient que l'argent c'est sale, ils vont se boucher les oreilles et ils vont louper une occasion magnifique d'apprendre quelque chose et peut-être d'améliorer leur vie financière eux-mêmes. Et il n'y a rien de mal à améliorer sa vie financière, bien évidemment. D'accord? On a tous besoin d'argent et voilà. Nous créons notre propre réalité à travers nos croyances, à travers ce cycle croyance, pensée, action, résultat dans la réalité qui renforce la croyance, etc. C'est un cercle vertueux ou vicieux. Vicieux si notre cercle est animé par des croyances négatives par rapport à quelque chose, et vertueux si le cercle est animé par des croyances positives. Alors permettez-moi, je vais très vite ici parce que le but c'est pas vraiment faire de la psychologie, mais c'est tellement important, je vous jure, c'est la base, c'est les croyances qu'on entretient par rapport à l'argent. Eh bien, il y a d'autres croyances plus positives qui sont nos croyances à nous, à Claudie, à moi, à plein d'autres gens. C'est que l'argent est un outil au service de mes valeurs. C'est tout. L'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est rien d'autre qu'un outil. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est bon ou mauvais, mais l'argent n'a strictement aucune espèce de valeur. Pour moi, l'argent, c'est la même chose qu'une barre de métal par terre. Ah bon, il y a une barre de métal par terre ou un caillou par terre, ben oui, c'est une réalité. Ça n'a ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on va faire de cette barre de métal, de ce caillou ou de cet argent qui va faire qu'on va créer des résultats qui sont bons ou créer des résultats qui sont mauvais. L'argent vient facilement quand j'apporte de la vraie valeur. Effectivement, vous allez toucher d'autant plus d'argent que vous fournissez quelque chose de valeur. L'argent, je répète, est un moyen d'échange. Un moyen d'échange, c'est-à-dire je crée et je propose quelque chose de valeur à quelqu'un. Si la personne estime que ça a de la valeur, ben elle aura tendance à me donner de l'argent si je lui offre quelque chose de valeur. Donc, au fait, l'argent n'est rien d'autre que le résultat d'un service rendu. Et ces services, plus il a de la valeur, plus il va générer d'argent. L'argent travaille pour moi. Je ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Les gens qui travaillent pour l'argent sont tout le temps en train de pédaler, et c'est le petit rat dans sa petite roulette, hein. Voilà. Tandis que si l'argent travaille pour moi, ben je fais travailler l'argent, c'est tout. Et comme ça me rapporte encore un peu plus d'argent. J'aime l'argent, je le reconnais, j'aime l'argent, pas pour l'argent. J'aime l'argent pour ce qu'il me permet de vivre, pour le style de vie que ça me permet d'avoir, pour avoir l'abondance, comment est-ce que je dirais, la qualité de vie. Voilà, j'aime l'argent pour la qualité de vie qu'il me permet d'avoir. Je l'attire et je gère l'argent avec joie. Je ne dis pas le temps c'est de l'argent, mais je dis l'argent c'est du temps. Pourquoi? Parce que plus j'ai d'argent, plus je peux disposer de mon temps comme je le veux. Et s'il y a une chose dont tout le monde a exactement la même quantité d'argent par jour, eh bien on a 24 heures par jour, 24 fois 60 heures, c'est ça. Ça fait, si j'ai bien compté, 2440 heures ou quelque chose comme ça, par jour. Tout le monde a exactement la même chose. Et donc, si j'ai de l'argent, ben, je peux gérer mon temps beaucoup mieux. Si je n'ai pas d'argent, eh ben, je suis généralement obligé d'organiser mon temps en fonction de ce que les autres me demandent, parce que c'est les autres qui vont me payer, et peut-être ils vont me payer chichement. Donc, plus j'ai de temps libre, plus j'ai d'options vie avec de l'argent. L'argent attire l'argent dans le bon sens, bien évidemment. Et alors, ceci, pour nous, très important, Claudie et moi, nous avons vraiment, c'est marqué quelque part dans notre maison, le manque d'argent, ce n'est qu'un état temporaire, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut bien comprendre. Je connais des gens qui sont momentanément
dans la dèche, mais ils ne sont pas pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Le pauvre, qui est en général dans l'état de pauvreté, l'état mental de pauvreté, se dit à plein de croyances négatives, comme l'argent, c'est pas pour moi. Eh ben, ils vont même pas faire d'efforts pour essayer d'en trouver. Donc, ils vont rester pauvres, bien évidemment. Donc, c'est important. Et puis, il y a une autre notion qui est très importante pour nous par rapport à l'argent, c'est la gratitude. D'accord? Ça veut dire, je remercie chaque euro qui vient à moi. Chaque euro, c'est quelque chose qui me permet d'améliorer ma qualité de vie, qui me permet de faire du bon, qui me permet de faire du bien, qui me permet d'améliorer mes services. Et plus j'améliore mes services, et plus il y a d'argent qui va revenir vers moi. Et c'est un cercle totalement vertueux qui s'installe de cette façon-là. Et de cette façon-là, eh bien, je vous invite, chers amis, à vous libérer du tabou de l'argent, d'oser parler de l'argent entre vous. Et on va en parler ce soir, et on va beaucoup, beaucoup parler d'argent ce soir, et pas que ce soir, parce que je crois que je vais faire une série d'émissions à ce sujet-là, parce qu'il y a tellement, tellement à dire que je crois que ça vaut la peine de faire 2, 3, 4 émissions par rapport à cela. Donc voilà, ceci pour les croyances. Qu'est-ce que j'ai déjà bavassé là, moi? 17 minutes, il faut que j'avance. Donc il faut, vraiment, c'est très 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 important de examiner vos croyances et de les mettre sur papier, carrément, de les mettre sur papier et de vous dire, mais je peux remplacer cette croyance par quelque chose de positif, qu'est-ce que je dirais à la place? Et puis de répéter ça comme un mantra, un mantra. Répéter jusqu'au moment où votre inconscient commence à accepter cela et commence à changer votre vie. Vous allez voir combien ça change la vie que d'avoir des croyances positives par rapport à l'argent. Alors, évidemment, je ne dirais pas que c'est de votre faute, parce que je peux vous assurer que dans ma famille, comme dans toutes les familles que je connais, il y a une chose qu'on ne faisait jamais. Dans ma famille, on n'a jamais parlé d'argent. C'était un sujet qu'on n'abordait même pas. D'accord? À l'école, je n'ai jamais connu une école qui m'a enseigné quoi que ce soit à propos de l'argent, la gestion de l'argent, etc., etc. Je suis diplômé en sciences économiques et financières. Jamais je n'ai reçu un cours sur la monnaie, sur l'argent. Oui, sur l'économie et tout ce que vous voulez, mais l'argent en tant que tel, rien, zéro, nada. D'accord? Et je ne crois pas que dans les universités aujourd'hui, on fait quelque chose à ce sujet-là. Donc c'est clairement quelque chose qui est volontairement mis sous cloche. On ne veut pas en parler et on sait très très bien pourquoi. Parce que, on va en parler d'ailleurs tout de suite maintenant. 99% de la population est littéralement ignare, mais alors ignare de chez ignare, des affaires de finance et des affaires de l'argent. L'éducation financière est quelque chose qui n'existe pas. Et j'ai bien l'intention de contribuer à changer cela. Donc, ne vous jetez pas la pierre, mais dites-vous quelque chose, c'est qu'il faudra que ça change. Et je vais aussi expliquer les raisons pour lesquelles il faut que ça change. Première raison, c'est que vous êtes manipulé. On ne vous parle jamais d'argent et de gestion de l'argent, je viens de le dire, mais quand vous vous adressez à une quelconque personne qui est lié de près ou de loin à de l'argent, eh bien, il ne va pas vous parler en euros, il va vous parler en pourcents. D'accord? Particulièrement les banquiers. Ah ben voilà, monsieur, s'il vous plaît, vous vous rendez compte, on va vous faire un placement à du 3,5%. Ouais, bon, très bien, 3,5%. On parle de pourcents. Ah oui, des frais, oui, oh, c'est pas grave, vous savez, des frais de 0,1%. Ça vous dit quelque chose? Je crois que c'est assez reconnaissable ce que je suis en train de vous dire. Donc, attention, on vous parle en pourcents. Alors, un gros ennemi de toute la rentabilité, de tout ce qui est l'argent en termes de revenus pour vous, c'est les frais. Alors, on vous donne des frais de toutes sortes qui s'appellent des frais de dépôt, des droits d'entrée, des frais de gestion, des prélèvements forfaitaires, des droits de garde, des droits de ci, des droits de là. Mais, et tout ça, c'est toujours des tout petits. On a augmenté le prix des péages de 0,2%. Bon, très bien. Quand vous faites le calcul de ce que les péages rapportent, ben vous vous rendez compte que c'est quelques centaines de millions qui sortent de la poche des Français, qui doivent payer en taxes en plus pour des autoroutes qui sont moins bien entretenues qu'avant. Alors pourquoi est-ce qu'on paye ça? Tout simplement parce que c'est des impôts. Mais on vous le présente comme quelque chose de très inodore, incolore. En tout cas, ça fait pas mal, 0,1%.
c'est rien, quoi. Mais quand on commence à calculer, ben, c'est pour ça que je vous ai demandé d'amener votre calculette. Vous allez voir que ça commence à chiffrer quelque chose de pas mal. Bon. Donc on vous parle en pourcent, on dilue des frais, de sorte que vous ne calculiez évidemment jamais. Évidemment, on ne vous parle jamais de l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, ça n'est jamais calculé dans les calculs qu'on vous fait, de sorte que vous vous disiez, bon, ben, j'ai fait un placement très intéressant, où ça ne me coûte pas grand-chose. Eh bien, on va voir que ce n'est pas vrai du tout. Et tout ça est évidemment, comment dirais-je, emballé dans un jargon parfaitement incompréhensible. Je vais tout de suite parler du jargon. Vous avez, alors, tout le monde connaît peut-être le PEA, le PEL, le CEL, le PER, les AGIO, les TAEG, le OPCVM, les ETF et même l'épargne et l'investissement, tout ça c'est mélangé. Donc, on va essayer de clarifier tout ça un petit peu ce soir. Alors, commençons par le PEA, plan d'épargne par action. D'accord? Que ça veut dire? Ben, c'est un plan où on vous dit, ben voilà, cher monsieur ou chère madame, c'est un plan où on va placer votre argent dans des actions. Ah oui, lesquelles? Quel secteur? Comment? Où? Quoi? Non, des actions, vous savez, ne vous inquiétez pas, en général, ces actions rapportent du 6%. On ne vous dit pas si c'est brut ou si c'est net. Enfin bref, voilà. Le PEL, plan d'épargne logement, CEL, compte d'épargne logement. Alors, c'est quoi la différence entre un plan d'épargne logement et un compte d'épargne logement? D'accord? C'est lié à certaines contraintes, c'est lié à certaines conditions, c'est lié à certains taux, c'est lié à certaines durées. Et voilà, et on complexifie énormément les choses. Le plan d'épargne retraite, qui est soi-disant pour votre retraite, mais on ne va pas aussi parler non plus d'impôts, ou très peu, d'accord? Qu'est-ce que c'est que les agios? Beaucoup de gens me demandent, c'est quoi agio? Eh bien, dans le cadre d'un crédit, c'est le taux d'intérêt en cas de découvert. Parce que quand vous avez un compte en banque et que la banque vous permet d'aller plus loin que le solde de votre compte, hein, vous avez par exemple, je sais pas moi, 600 euros sur votre compte, vous faites une dépense de 700 euros. Vous n'y pensez pas vraiment. Bon, du coup, votre compte entre en négatif de 100 euros. Ah, et c'est quoi les agios à cause là? Vous allez être, je vais vous le dire, 17%, ça veut dire 17 euros sur 100 euros, d'accord, d'intérêt à payer sur une année. On est bien d'accord, mais c'est quand même 17 euros, c'est pas rien, d'accord? Alors, le TAEG, c'est quoi? Ah ben, ça, c'est aussi, si vous prenez un crédit, mais à ces crédits, aujourd'hui, il y a des frais, il y a des assurances qui y sont liées, etc., etc. Eh bien, c'est le taux annuel effectif global, TAG, taux annuel effectif global, qui prend en compte tous les frais liés au crédit. Alors, généralement, dans les formulaires de crédit, c'est pris, il y a une petite ligne comme ça, TAG autant. C'est tout, ça ne discute pas. Par contre, on vous met des placards comme ça pour dire, vous savez, votre crédit ne vous coûtera que 2,5%. Voilà, mais quand vous calculez les TAG, vous êtes plus du côté de 5 que 2,5. Donc, très souvent, c'est le double. Voilà, donc, vous voyez, on est manipulé quand même d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas dire que les banques nous mentent, puisqu'elles nous donnent des informations, mais c'est la présentation d'informations qui laisse à désirer. Bon. OPCVM, c'est quoi? Ben, c'est Organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est donc un espèce de fonds indiciel qui, bon, ça, c'est une espèce de truc bizarre qui ne dit pas grand-chose. C'est quoi les valeurs mobilières? C'est des actions, c'est des obligations, c'est des CPI, pardon, c'est des sociétés de crédit et de placement immobilier. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Vous voyez, ce genre de termes, moi, ça me débecte énormément parce que on nous assène des termes comme ça et généralement, comme on n'a pas envie d'avoir l'air d'idiot face à la personne qui nous parle, on ne se donne pas le droit de poser des questions. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, chers amis, dorénavant et à partir de ce soir, vous posez des questions. Si vous ne comprenez pas,
ce n'est pas parce que vous êtes idiot, c'est parce que l'autre essaye de vous entuber d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de mauvaise explication, pardon, il n'y a pas de mauvaise compréhension, il n'y a que des mauvaises explications. Donc si vous ne comprenez pas, ben, vous posez des questions, ça veut dire quoi, et c'est quoi, etc., etc. Et donc ce soir, on va un petit peu débrouiller. C'est pour ça que je vous dis, il y a tellement à dire dans l'éducation financière, vous n'imaginez pas. Bon. Alors, ETF, j'en ai déjà souvent parlé, ETF, ce qui est un mot anglais, Exchange Traded Fund, d'accord? Ce sont des fonds d'investissement qui sont basés sur des fonds indiciels, comme par exemple le CAC 40, c'est un indice boursier. Eh bien, ce sont des fonds qui investissent exclusivement dans des entreprises similaires à celles qui sont, voire même les entreprises du CAC 40. Ça peut être un ETF, mais on a des ETF de toutes sortes et de tout poil. Et on a aussi des ETF sur des marchés futurs, c'est-à-dire sur des prises de position terriblement spéculatives, par exemple sur l'argent et l'or. Et aujourd'hui, ben, les ETF de l'argent sont en train de se casser la figure et créer des ruines absolument énormes aux États-Unis, en Europe, en Asie, parce qu'il y a des gens qui ont pris des positions spéculatives sur l'argent et sur le prix de l'argent surtout dans le futur. De nouveau, c'est très, enfin, aujourd'hui, c'est très actuel de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va créer un choc énorme. Au mois de mars, je répète, les stocks du COMEX seront vides. Et là, ça va vraiment créer un énorme choc par rapport à l'argent papier qui est 5 fois plus important que l'argent réel disponible dans le monde. Bon. Donc voilà, des jargons pareils. Méfiez-vous de ce type de jargon. Posez des questions. Alors, changeons tout ça comment? Eh bien, très simple. Moi, je vous dis très honnêtement, soyez plein de bon sens. Quand on vous parle en pourcent, moi, je pose la question, ah, et ça fait combien en euros? Et puis j'attends la réponse. Ah, mais attendez, non, non, non. Vous me dites que ça me coûte autant de pourcent, ça me fait combien en euros par rapport au crédit que je vous demande? Comme ça, je sais où je vais. D'accord? C'est vraiment important. On dilue les frais. Bon, d'accord, il y a tel frais, mais ajoutez tous ces frais les uns à l'autre. En euros, ça fait combien de frais au total? Au total, sur la durée totale de mon crédit, ou sur une année, ou sur une telle période, peu importe. Voilà. On ne vous dit jamais l'inflation, mais vous pouvez très bien dire, moi je sais que l'inflation est d'environ 3%, eh bien avec une inflation moyenne de 3%, ça me rapporte encore combien? Ou ça me coûte combien? Voilà. D'accord? Donc, soyez concret, forcez. Forcez, c'est vous le client, forcez les assureurs, forcez les banquiers à être archi concrets. Donnez-vous la permission de poser des questions très concrètes pour que vous sachiez exactement où vous en êtes. Et quand on utilise un jargon incompréhensible, du style OPCVM, d'accord, eh bien ça veut dire, bon, excusez, vous voulez bien parler français s'il vous plaît, en langage français simple, ça veut dire quoi ça? Et qu'est-ce que ça implique? Et comment ça fonctionne? Etc. etc. Osez poser ce genre de questions à vos banquiers et à vos assureurs. Vraiment, c'est très, 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 très important pour vous-même, pour que vous soyez à l'aise avec ce que vous êtes en train d'acheter, et surtout si vous achetez à crédit. Voilà. Alors, ça a l'air de rien du tout. Oui, bon, d'accord. Mais vous savez que à cause du fait que on ne pose pas de questions, on a estimé que le manque de questions faisait que les Français, en moyenne, donc la population française, perdait 250 milliards d'intérêts et de frais qu'ils ne devraient pas payer par an. Je dis bien 250 milliards. Donc vous comprenez l'importance de ce genre de questions maintenant? Parce que j'aimerais bien avoir 250 milliards dans la poche des Français plutôt que dans la poche de l'État, ou la poche des banques, ou la poche des assureurs. Savez-vous combien, quand on regarde la rentabilité des banques et la rentabilité des assurances, eh bien, sachez que plus de 45%, je dis bien 45%, presque la moitié de tous les bénéfices des assureurs et des banques viennent de frais. Rien que de frais. C'est hallucinant.
Donc ça veut dire qu'il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on se fait berner quelque chose de pas possible. Et pourquoi est-ce qu'on se fait berner? Eh bien parce qu'on est emballé dans du jargon et parce qu'on n'ose pas poser les bonnes questions. Moi je vous dis très honnêtement, posez les bonnes questions. Et si vous me permettez, ça me ramène à certaines conversations que j'ai avec des personnes qui me téléphonent pour du conseil et qui disent mais j'arrive pas à comprendre mon banquier. Je dis monsieur ou madame, vous ne posez pas les questions non plus. Prenez une part de responsabilité là-dedans. Parce que vous, si vous ne posez pas les questions, ben, le banquier il considère que c'est bon, quoi. Voilà. Et si vous ne posez pas les questions, ben, vous rentrez chez vous en ayant eu une discussion de 1 heure et demie avec votre banquier, et quand vous rentrez chez vous dans votre voiture, vous êtes en train de vous dire de quoi est-ce qu'on a parlé? Je sais pas véritablement. Et ça nous donne un sentiment de crainte, ça nous donne un sentiment d'anxiété, ça nous donne un sentiment aussi un peu de honte, peut-être. Moi, je trouve qu'il faudrait enlever tout ça, et c'est extraordinairement simple. Il suffit d'oser poser ce type de questions. Ça n'est rien du tout, ces questions. Mais je peux vous assurer qu'il y a très très peu de gens qui osent les poser. Alors maintenant, on va parler des calculs. Deuxième chose qu'il faut faire pour gérer vos finances, eh bien, la première chose, c'est oser poser les bonnes questions. La deuxième chose, c'est apprendre un peu à calculer. D'accord? Ici, je voudrais vous dire qu'il y a une chose, heureusement, quand même, de bien dans la finance, et certainement dans les placements, c'est la notion d'intérêt composé. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt composé? Un intérêt, c'est simple. Un intérêt, si on vous dit, voilà, vous placez 10 000 euros à du 4%, vous savez que vous allez gagner 4% de 10 000 euros. Si vous prenez votre calculette, 10 000 fois 0,04, parce que 4%, c'est la même chose que 0,04, prenez votre calculette, 4% de 10 000, vous faites 10 000 fois 0,04 égale, et vous allez tomber sur 400. 400 euros, c'est 4% de 10 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés? Eh bien, c'est que vous touchez 4% sur 10 000 euros la première année, mais ces 400 euros de la première année se rajoutent à ces 10 000, et maintenant vous touchez 4% sur 10 400 euros. Donc si vous faites 10 400 fois 0,04 égale combien? Vous n'allez pas tomber sur 400, vous allez tomber sur 416. Pourquoi? Parce que les 4% s'appliquent aussi sur les 400 euros qui se sont rajoutés aux 10 000. Et c'est ça ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, ici, dans mon tableau sur l'écran que vous avez devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Si j'ai 10 euros, j'ai placé 10 euros pendant 20 ans au taux d'intérêt annuel de 5%, au bout de la première année, j'ai 50 centimes sur mes 10 euros, c'est-à-dire 5%. D'accord? Bon, si j'ai 50 centimes, je les rajoute à l'an 2, ça devient 10,50 euros, et je calcule maintenant 5% sur 10,50 euros. 50 centimes sur 2,50 euros, ça fait combien? Ça fait 0,550. Ça n'a pas d'importance, c'est arrondi à deux chiffres derrière la virgule, ça fait 0,53. Si vous dites, ok, mais je rajoute ces 0,53 aux 10,50 euros, ça me fait 11,03 euros. Si j'y calcule maintenant 5% de 11,03 euros, j'obtiens 55 centimes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que la première année, votre intérêt est de 50 centimes, mais la 20e année, enfin la 19e année, votre intérêt est de 1,20 euros. Pourquoi? Parce que les intérêts composés ont fait que votre capital grandit relativement vite. Einstein disait, il n'y a pas de force supérieure aux intérêts composés. Une force supérieure, parce que c'est extraordinaire. À partir d'un certain moment, ça va à une vitesse énorme. Et donc, c'est très très facile à calculer.
Je vous invite à prendre votre calculette maintenant et vous faites exactement la même chose. Vous tapez 10 euros, d'accord, 10 fois 1,05. Pourquoi 1,05? Parce que vous allez arriver au résultat de 10,50 euros. Donc vous faites 10 fois 1,05 égale. Et gardez ça sur votre écran et contrôlez que sur votre écran, vous tombez bien sur 10,5. Et maintenant, vous repoussez sur égal. Et vous allez tomber sur 11,03. Vous repoussez sur égal. Vous allez tomber sur 11,58. Vous repoussez sur égal. Et chaque fois que vous tapez sur égal, c'est comme si vous faisiez exactement la même opération que la précédente. De cette façon-là, vous n'avez même pas besoin d'une calculette scientifique pour calculer quels sont les intérêts composés. Il suffit de calculer le nombre il faut faire le nombre de fois égal au nombre d'années ou au nombre de fois que vous voulez calculer l'intérêt. Eh bien, faites ceci et maintenant amusez-vous. Donc, on a fait, je ne sais pas où vous en êtes maintenant, mais faites un nombre de fois, on va dire 50 fois, juste pour s'amuser. 50 fois égal. Calculez. 1, 2, 3, vous claquez, égal, 50 fois. Regardez le total qui va sortir au bout de 50 fois. Vous allez être ahuri. Parce qu'on a démarré avec 10 euros. Alors, je vais chercher dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire quel résultat ils ont obtenu en poussant 50 fois? Alors, je suis dans les commentaires de je ne sais pas quel... je ne sais pas dans quel commentaire je suis. Je reçois des commentaires, mais je n'ai pas les commentaires. Alors, 160, 114, 117. Voilà. Donc, vous imaginez, on a simplement multiplié par 5% le total précédent. Au bout de 50 fois, on est déjà à plus que 11 fois la somme du départ. Vous comprenez combien ça monte excessivement vite. Merci à vous, merci à ceux qui ont été jusqu'au bout. Il y a des 114, 139, etc. Mais c'est très bien, ça n'a pas d'importance, soit juste pas, c'est juste que vous compreniez la force des intérêts. Alors, maintenant, on va appliquer ça à autre chose, c'est-à-dire aux intérêts. Bon, je vous ai dit, pour ceux qui ont des calculs scientifiques, voici la formule, d'accord? C'est 1 plus le taux d'intérêt à l'exposant n, et n étant le nombre d'années ou le nombre de mois que l'on prend en considération. Et une fois que vous avez ce résultat-là, vous le multipliez par le montant du départ, dans mon exemple, 10 000 euros. Donc 10 000 euros placés à du 4% donne combien au bout de 20 ans? Eh bien, si je fais 1,04 à l'exposant 20, c'est-à-dire 1,04, 1 plus 0,4 égale, et ensuite 20 fois tac, 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 eh bien, j'ai 2,191123 que je multiplie par 10 000. J'ai donc 21 911,23 euros comme résultat de mes 10 000. Et je vous signale que c'est ce genre de formule-là que les assureurs vous donnent lorsqu'ils calculent la valeur de votre capital. Au bout de 20 ans, vous avez placé un capital de 10 000, cher monsieur ou chère madame. Au bout de 20 ans, vous aurez 21 911,23 euros. C'est pas beau, ça, la vie? C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, etc. Bon. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, c'est sur une calculette scientifique, tapez 1,04, puis sur la touche X exposant Y, ça c'est la touche pour faire les calculs, voilà, X exposant Y, et ça vous donne le résultat de 2,191123, et ensuite vous multipliez par 10 000, ou sur votre calculette, vous tapez 20 fois égal, c'est absolument la même chose. Donc, maintenant, il y a une chose, je vous ai dit que les frais c'était catastrophique, parce que
si 45% des résultats des banques et des assurances viennent des frais qu'ils imputent à leurs clients, toutes sortes de frais différents, etc., ben, ce serait peut-être intéressant de calculer aussi les frais et surtout de savoir est-ce que ces frais sont indexés aussi. Est-ce que ces frais sont constants? C'est toujours les mêmes frais. Hein, on vous prend 20 euros de frais, quelle que soit l'année, on vous prend 20 euros de frais. Ou est-ce que les frais augmentent parce que c'est un pourcentage du total? Généralement, c'est un pourcentage du total. Donc, voilà, je vous fais un petit calcul ici. Imaginons, vous avez placé un capital de 10 000 euros en assurance ou en banque. Vous touchez un intérêt de 4% nominal. Donc, je vous ai calculé ici chaque fois les intérêts. Et ça s'ajoute donc à la fin de la journée ou à la fin de la 20e année. Donc, au début de la 21e année, vous avez 21 911,23 euros. Ça, c'est bien. Donc, vous avez réussi à calculer ça. C'est parfait. Maintenant, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais les frais, c'est de combien? Ah, ben, c'est pas grave, hein, monsieur, c'est des frais de 2%. Ah, ça fait combien chaque année? Bien, maintenant, vous avez un système pour le calculer. C'est exactement la même formule que les intérêts composés, sauf que maintenant, c'est des frais composés. C'est à peu près la même chose. Donc, vous multipliez par 1,02 et vous y allez, blablabla, blablabla. Et quand vous faites la différence, ben, vous dites, oh là là, c'est formidable, ça, moi j'ai... Voilà, mais l'intérêt réel que je vais toucher, c'est combien? Eh bien, c'est la même chose que si j'avais un intérêt de 2% et non pas de 4%. Mais le problème, c'est qu'ici, j'ai simplifié la chose parce que je vous ai dit, c'est des frais de 2%. Mais il n'y a pas que ces frais-là. Il y a, comme je vous ai dit, il y a des frais liés à la gestion du contrat, mais il y a le droit d'entrée, et puis il y a le droit de timbre, et puis il y a des ci, et puis il y a des là. Et donc, il faut savoir exactement, tous ces frais-là, ça représente combien chaque année? Et c'est pour ça qu'il faut oser poser la question. Parce que vous allez vous rendre compte très très vite que avec ces frais-là, ben, en fin de compte, si vous êtes dans cette configuration-là, intérêt 4%, frais 2%, je n'ai pris que ça, d'accord? Eh bien, votre capital à la fin des 20 ans n'est plus de 21 911, il n'est plus que de 15 955. Ah, mais ça, c'est nettement moins intéressant. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on se fait entuber dans les banques et les assurances, parce qu'ils nous disent 2% de frais annuels, ils ne nous disent pas si c'est indexé ou pas indexé, mais ils font surtout pas le calcul. Et donc, ils vous disent, regardez, à la fin du parcours, vous aurez 21 911. Et puis, quand les 20 ans arrivent, et vous refaites les calculs derrière, vous dites, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste. J'ai quoi là ici? J'ai un tiers de moins. C'est pas logique. Ben oui, c'est logique. Parce que, voilà, on vous a... Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à calculer. C'est pour ça que je vous enquiquine avec ces petits tableaux. Mais c'est extrêmement simple. Il y a une seule formule. C'est la formule que je vous ai demandé d'appliquer. Et c'est d'essayer de taper sur des moins, 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 des égal, 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 garder le total et puis faire la soustraction. Et puis c'est très simple. Vous avez le résultat. Et en plus de ça, ici, je n'ai parlé que des frais. Mais qu'est-ce qui se passe si je calcule encore l'inflation? D'accord? Parce que vous voyez ici, j'avais le calcul, voilà, 15 955. Mais si j'ai une inflation de 2,5% par an qui me rogne mon pouvoir d'achat, quel est le pouvoir d'achat réel que j'aurai au bout de 20 ans? Ben, vous voyez, on n'est plus à 15 955, on n'est plus qu'à 15 556. C'est-à-dire qu'on m'aura encore enlevé 400 euros de pouvoir d'achat en plus. J'aurai toujours 15 955, mais ça n'achètera plus la même chose que 15 955. Ça n'achètera que 15 556 pour cette année-là, ou 15 145 pour l'année précédente, ou 14 750 plutôt que 15 129 l'année précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça rogne aussi. Et donc, en fin de compte, vous vous rendez compte que avec les frais et avec l'inflation, eh bien, on s'en sort pas si bien que ça comme le prétendent les banques. D'accord? Et je vous signale que malheureusement, c'est parce qu'on ne veut pas calculer, ou on ne peut pas calculer, ou on ne
peu importe, et qu'on se fait aussi entuber, eh bien vraiment, on se fait avoir. Et donc maintenant que vous savez, c'est extrêmement simple, hein, c'est une seule formule que je viens de vous donner. Ben, il suffit de l'appliquer, et toujours, et vous allez vous rendre compte vous-même que vous pouvez faire très bien ces calculs. Alors, si vous voulez le faire, ben, et ceux qui peuvent manipuler le logiciel Excel, eh bien, ce tableau-ci, je l'ai fait sur Excel. J'ai mis une formule là, à la première ligne, j'ai fait copier, et tout se déroule comme ça. En 3 secondes, c'est fait. C'est d'une simplicité absolument hallucinante. Vous ne devez pas faire tous les calculs. Évidemment, si vous n'avez pas de tableau Excel, il faut le faire avec votre calculex, je suis d'accord. Mais c'est quand même très facile à faire. Et donc, apprenez à calculer les intérêts, les frais et l'inflation. Et comme ça, vous aurez au moins une idée de à quelle sauce vous serez mangé. Alors, ensuite, je voudrais parler de gérer votre argent. C'est aussi gérer les emprunts, parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais parfois on veut acheter une maison, on veut acheter une voiture, on veut acheter des choses à crédit, parce qu'on a envie d'avoir ça tout de suite, et on n'a pas l'argent immédiat pour l'acheter. Donc les banques, et ça c'est le rôle des banques, c'est d'offrir du crédit. Les crédits, ça vient du mot credere en anglais, qui veut dire croire, avoir confiance, d'accord? Et donc le crédit, c'est la banque croit que vous êtes capable de rembourser, et donc elle va vous avancer l'argent pour que vous puissiez avoir quelque chose que normalement vous auriez dû attendre pendant des années avant d'avoir, afin de constituer le capital pour pouvoir acheter cette chose. Donc on prend par exemple un prêt hypothécaire. Eh bien là aussi, vous avez par exemple un emprunt pour une maison de 200 000 euros à du 4% sur 25 ans. Voilà, c'est facile. Bon, ça me donne combien? Eh bien, regardez, parce que ça vaut aussi la peine de calculer. Eh bien, ça me donne une mensualité constante de 1055,67. Est-ce que je peux payer une mensualité de 1055 sans apport, rien du tout? J'ai fait un calcul tout simple, où, par exemple, vous avez acheté une maison de 250 000 euros, vous apportez 50 000 euros vous-même, et 200 000 euros, vous l'empruntez. Ça fait 1055. Est-ce que je peux me le permettre? Oui. Bon, on s'arrête là. Mais regardez quel est le coût total du crédit rien qu'en intérêt. 116 702 euros. Ça veut dire quoi? Plus de 50%, 55% même de la somme que vous empruntez, vous allez aussi la rembourser en plus de la somme, vous allez rembourser en intérêt. Ça fait beaucoup d'argent. D'accord? Parce que le total de remboursement, c'est donc, sur 25 ans, c'est 316 702 euros. Et je n'ai même pas parlé des frais de dossier, des frais d'assurance, des frais de droit d'entrée, des frais de ci, des frais, etc. Tout ça, ça va se rajouter. Donc, il ne faut pas vous étonner qu'au bout du compte, avec les frais, eh bien, vous allez avoir probablement payé 2 fois les 200 000 euros que vous aurez empruntés. Voilà. Alors, de nouveau, où est-ce que je peux trouver des informations? Comment puis-je faire pour calculer à quelle sauce je serai mangé? Eh bien, je vous invite à noter une chose, vous allez sur Google et vous cherchez meilleurtaux.com. Meilleurtaux.com. Alors, on va y aller nous-mêmes, voilà. On va aller sur Meilleur Taux, je l'ai préparé ici. Et voilà, vous avez ici, dans Meilleur Taux, voilà, vous êtes sur Meilleur Taux, le calcul des mensualités pour votre prêt immobilier. Donc, imaginons, je dis que j'emprunte ici, voilà, je vais emprunter 100 000 euros. 100 000 euros sur une période de 15 ans, avec un taux de 3,45, c'est parfait, et un taux d'assurance de 0,34. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai pas 3,45, j'ai 3,79. Hein, on est d'accord? Bon. Eh bien, si j'obtiens mon taux, ça va me faire combien? Oui, par là, évidemment, j'ai poussé sur le mauvais bouton, veuillez m'excuser. Je reviens en arrière. Allô? Ah, il ne veut pas revenir en arrière maintenant, c'est malin ça. Il ne veut pas revenir en arrière. Bon. J'aurais pas dû faire ça. Je vais recommencer. Ah, mais non, c'est parce que je suis ici. Voilà. Ici, eh bien voilà, il a calculé. Je vais payer une mensualité de 741 euros.
mais mon coût total du crédit sera de 33 337 euros. Je ne sais pas si vous le voyez ici, 33 337 euros. Eh bien, ça veut dire quoi? Eh bien, si j'ai pris 100 000 euros, je paye 33% des 100 000, 33 000 euros en frais, c'est-à-dire en intérêt que je vais payer à la banque. C'est beaucoup d'argent. Et donc, est-ce que c'est pas intéressant de me dire, au lieu de recourir systématiquement à du crédit, est-ce que je pourrais pas faire un autre calcul, qui est de savoir comment est-ce que je vais organiser mes revenus et l'utilisation de mes revenus de façon à pouvoir limiter la casse, parce que je peux à ce moment-là vivre peut-être bien mieux que de tout dépenser de ce que j'ai gagné. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais vous donner ici comme information. Je vais revenir ici sur mon PowerPoint. Voilà, on dit diaporama, un petit moment, ça charge. Voilà. OK, donc ici, j'ai fait le calcul pour 200 000 euros. Voilà. Eh bien, pour 200 000 euros, on a 120 925 euros de coût du crédit. Alors, est-ce que ça, c'est ce que votre banquier va vous calculer? Non, 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 non. Mais ça vous permet d'avoir au moins un comparatif et de façon à ne pas vous faire entuber, on va le dire comme ça. Voilà. Autre chose qui est très à la mode, c'est aussi le prêt à la consommation. Alors, je vous signale que le prêt à la consommation, ça c'est catastrophiquement cher, puisque j'ai pris un emprunt, par exemple, pour une voiture ou une télévision, enfin peu importe, quelque chose que 3 000 euros, à 15%, parce que c'est le taux normal, 15%, sur 4 ans, d'accord? Eh bien, ça vous donne 15%. Hein. Je vous signale que 15% de 3 000, ça fait 450 euros par an, sur 3 000. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. Voilà. Et donc, ça vous fait une mensualité, évidemment, de 71. Donc, tout le monde dit, oui, c'est bon, je peux me le permettre. Mais ça me fait quand même 1 282 euros d'intérêt et un montant total à rembourser de 4 282 euros. Hors frais, dossiers, etc., etc. Et c'est là qu'il est très important de toujours demander le taux actuel TAEG, là, de façon à ce que vous puissiez savoir exactement qu'est-ce que je paye comme frais et est-ce que ce ne serait pas plus utile de faire autre chose ou de procéder autrement par rapport à cet achat. Voilà. Donc, je signale qu'avec le TAEG, il arrive souvent que c'est plus de 2 fois l'argent que vous empruntez que vous allez rembourser. Voilà. Et bon, ça, c'est évidemment ce qu'on utilise pour acheter des voitures, des télévisions, des frigos, que sais-je encore, des meubles, etc., etc. Il y a même des gens qui payent leurs vacances avec des prêts personnels et qui payent pendant toute l'année, qui remboursent leurs vacances de cette façon-là. Personnellement, je ne comprends pas ce genre de raisonnement, mais bon, je sais que ça existe et que les banquiers fleurissent là-dessus. Donc, sachez, on a fait le calcul que les Français payent chaque année, et les Belges pareil, hein, les Français payent chaque année en moyenne un peu plus de 3 000 euros de frais bancaires et assurances tenant compte de l'inflation. D'accord? 3 000 euros. Ça rapporte aux banques et aux assurances la bagatelle de 200 milliards d'euros par an. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de calculer quand même un petit peu? J'imagine que la réponse est oui, après ce que je viens de vous montrer. En tout cas, j'espère que c'est comme ça et que vous serez très très à l'affût et très très comment dirais-je, à l'affût de toutes sortes de frais, etc., que peut-être on essaie de vous glisser sous le tapis, mais que vous allez devoir payer quand même. Et donc maintenant, je voudrais en arriver à la gestion de votre argent ou la gestion de vos revenus. Parce que maintenant, je n'ai parlé que de la façon dont on vous emballait et comment vous mettez des coûts et des intérêts, etc., et l'inflation sur la tête. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ça? D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ça? Ouh là là, il est déjà 20h55. Eh bien, première chose, c'est changer quelques principes. Premier principe, arrêtez de croire que quelqu'un d'autre, l'État ou n'importe qui, viendra à votre secours. D'accord? Ça, c'est
certainement sur le long terme. Par exemple, pour votre retraite, c'est tout à fait évident que si on continue le vieillissement de la population comme nous l'avons maintenant, il est tout à fait évident que les retraites vont en pâtir et qu'il y a beaucoup de prestations sociales qui vont diminuer de façon absolument énorme. Sinon, l'État être tout de suite en faillite. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Donc, si vous arrêtez de croire que l'État viendra à votre secours, eh bien, sachez qu'il n'y a qu'une seule personne qui viendra à votre secours, c'est vous-même. Et donc, par conséquent, ce que je suis en train de vous donner ici, c'est quelques principes de bonne gestion de votre argent. Alors, je vais maintenant travailler avec 6 principes, ou 5 principes. Le premier, c'est je calcule. Le deuxième, c'est je me fixe des objectifs d'épargne et ou d'investissement. J'applique la règle 50-30-20. Je m'impose une discipline liée à mon principe de gratification. Et je me forme. On va voir ces 5 aspects les uns derrière les autres. Alors, l'État-providence, c'est fini. Oui, comme je vous ai dit, l'Europe devient de plus en plus âgée. Il y a de plus en plus de retraités, mais aussi de moins en moins de personnes actives. Avant, en 1950, il y avait 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,2 actifs pour un retraité. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque personne qui travaille paye non seulement pour son salaire, mais paye aussi la retraite de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a tellement d'impôts. D'accord ? Entre autres. À part la gabegie énorme de l'État, je ne le conteste absolument pas, bien au contraire, je ne fais que le dire. Mais le principe est qu'aujourd'hui, il y a un actif paye pour lui-même et un retraité. Voilà. Je suis retraité, je touche ma retraite, donc il y a nécessairement quelqu'un en Belgique qui est en train de payer pour moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon. Donc, les actifs payent pour les retraités. C'est intenable à terme parce qu'on va bientôt arriver à une situation où c'est 0,8 actifs vont devoir payer pour un retraité. Ce sera absolument plus tenable. Donc la réforme des retraites qui a fait tellement de bruit, sachez que mathématiquement elle est nécessaire. Je regrette de le dire, mais elle est absolument nécessaire. Et tous les gens qui disent oui, mais l'État-providence doit me payer ma retraite, sachez que c'est pratiquement fini et je peux vous assurer que la génération Z, heureusement, a l'air d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus, comment dirais-je, matter of fact, comment est-ce qu'on dit ça, beaucoup plus consciente de cela que ce sera à eux de gérer l'argent et à eux de créer leur retraite et qu'il faudra fondamentalement changer tout le système, ça c'est certain. Et ce sera absolument pareil pour le chômage, parce qu'il y a une autre monumentale catastrophe en termes d'emploi à relativement court terme qui s'annonce, et c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va bouffer tous les gratte-papier. L'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est paperasserie et qui est lié à des principes, à des règles facilement reproductibles et qui ne nécessitent que des calculs ou du papier, l'intelligence artificielle va faire ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, sans faire la grève, sans tomber enceinte, sans devoir manger, etc., etc. Tous les cols blancs risquent de disparaître, alors que les cols bleus, le travail manuel, lui, va rester parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de remplacer les cols bleus. Donc c'est une bonne revanche des ouvriers par rapport aux employés. Je tiens à vous le dire, parce que le chômage va exploser, et là aussi, le système de sécurité sociale ne tiendra plus. Donc il est ultra temps de se prendre en main. Mais ultra temps de se prendre en main. Je ne suis pas en train de dire je suis en train de vous faire peur, vous me faites peur pour me faire des choses. Non, non, je peux vous assurer, lisez, renseignez-vous, il est ultra temps de se prendre en main soi-même et de commencer à gérer ses finances de façon ordonnée et sensée. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est suivez vos dépenses. D'accord ? Je vous invite, chers amis, c'est pas un travail très motivant. C'est pas un travail très intéressant. C'est un travail qui me prend du temps, c'est un travail un peu chiant, je suis d'accord avec vous, mais il est tellement important. Vous ne pouvez pas établir un plan d'action
si vous ne connaissez pas votre situation actuelle. Vous ne pouvez pas définir un objectif si vous ne connaissez pas votre situation actuelle. C'est un peu comme la personne, si vous ne connaissez pas votre situation actuelle, vous êtes dans la même situation que la personne qui dit j'aimerais bien aller à tel endroit. Ah oui, et vous êtes où là maintenant? Ah ça, je ne sais pas. Comment voulez-vous qu'on vous guide pour aller à tel endroit si on ne sait pas d'où vous partez? Ben, c'est exactement la même chose ici. Vous devez suivre vos dépenses. Et donc, par conséquent, achetez-vous un carnet et notez pendant 3 mois, 6 mois, toutes les dépenses que vous faites, n'importe lesquelles. Vous donnez 5 euros d'argent de poche à votre enfant, vous notez ça dans votre carnet. D'accord? N'importe quoi. Tout doit y être, absolument tout. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes au niveau de l'utilisation de votre argent. Une fois que vous avez fait un mois, par mois, vous faites ça chaque mois, au bout d'un mois, vous allez passer un week-end, ou un demi-week-end, en tout cas quelques heures, vous et votre conjoint, de préférence, ensemble, et vous allez donner un score à chaque dépense. Score 1, c'est cette dépense est absolument indispensable, elle est incontournable, je ne peux pas m'en passer. Par exemple, ma note d'électricité, par exemple, ma note de gaz, par exemple, mon loyer. Ce sont des choses, par exemple, la nourriture, les courses que je fais. Par exemple, l'essence dont j'ai besoin pour nourrir mon véhicule, pour partir au bureau. Des choses comme ça. Des choses qui sont incontournables, indispensables. Ça, c'est score 1. Score 2, c'est qu'est-ce qui est utile, mais pas nécessairement indispensable, qui fait très souvent, ce sont des dépenses parce que j'en ai envie, parce que ça me permet de me détendre. C'est des dépenses de vacances, c'est des dépenses de détente, c'est les clubs sportifs, c'est, je ne sais pas, c'est les restaurants, etc., etc. Sont des dépenses qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de se faire plaisir quand même, mais ce n'est pas des dépenses indispensables. Et 3, c'est des dépenses vraiment inutiles qui sont liées à un plaisir immédiat. Ah oui, je me suis payé une glace parce que j'avais envie. Voilà. Quelque chose de cet ordre-là, c'est un exemple. Ensuite, une fois que vous avez donné un score à chacune de ces dépenses, vous allez totaliser toutes les sommes qui sont du score 1, ça vous fait combien par mois? Toutes les sommes du score 2, ça fait combien par mois? Toutes les sommes du score 3, ça fait combien par mois? Et ensuite, ça c'est le travail bête et méchant. Maintenant, commence le travail vraiment important. C'est de vous poser la question, si j'élimine tous ces 3, qu'est-ce qui se passe de moins bien pour moi et qu'est-ce qui se passe de positif pour moi? Vraiment, posez-vous cette question. Que se passe-t-il si j'élimine tous les scores 3 en négatif et que se passe-t-il de positif si j'élimine tous les scores 3? D'accord? Bon. Deuxième question, c'est que puis-je éliminer ou réduire dans les scores 2? Il y a des choses dont vous pourrez peut-être éliminer, il y en a d'autres que vous pourrez réduire. Et là aussi, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe si j'élimine ces choses-là, ou qu'est-ce qui se passe si je réduis ces choses-là de positif et de moins positif? Le moins positif, ça c'est très facile à trouver, c'est du plaisir que vous aurez en moins. Mais le positif, c'est peut-être plus difficile à trouver. Posez-vous les conséquences d'une autre façon, par exemple, c'est si je disposais de cet argent dans une épargne, qu'est-ce que ça me permettrait d'acheter plus tard? Ça peut être du positif. Et enfin, dans le 1, là aussi, il y a aussi des choses que je puis modifier ou réduire dans le 1. Il y a un exemple d'une dame et son mari qui ont décidé, on se rend compte qu'on vit une vie de dingue à Paris, tant pis, notre maison nous coûte une fortune, on va la vendre, on va acheter quelque chose en campagne et on va se retrouver à notre boulot. C'était plus facile pour elle parce qu'elle était indépendante, et donc une profession libérale, mais elle s'est complètement rétablie et cette personne a complètement changé son style de vie en étant tout aussi heureuse, mais en gérant son argent parfaitement bien. Et donc,
toujours se poser des questions. Quelles sont les conséquences? Que se passe-t-il si? D'accord? Et soyez honnête avec vous-même, vraiment. Et ce n'est pas une seule réponse, ça peut être des dizaines de choses qui changent grâce à ces questions. Donc, soyez honnête et discutez-en avec votre conjoint ou avec vous-même si vous êtes seul, pour que vous puissiez définir vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ce travail va durer 3, 4, 5 mois. Rien que ça. Ne faire que ça. Notez tous les jours vos dépenses, en fin de choses, donner un score et puis voir ce qui se passe. Vous allez voir combien c'est extraordinairement riche d'enseignements, de façon à faire un bilan et de connaître votre situation actuelle. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que ça va vous permettre de vous poser des objectifs. Alors, un objectif, c'est quoi? Où est-ce qu'il est ton cahier de rêve, ma chérie? Tu l'as rangé? Il est là sur la table. Tu peux me le prendre? Pardon. Attendez, j'arrive. Montre pas tout, hein. Montre pas tout, hein. Ah non, certain. Quand même à moi. Voilà. Ma femme a un cahier de rêves. Vous voyez, c'est pas un cahier, c'est carrément un classeur de rêves. Et là-dedans, il y a toutes sortes de choses, d'accord? Et elle a tout illustré. Par exemple, ici, vous avez le Spirit of Ecstasy d'une Bentley ou d'une Rolls-Royce. C'est pas pour avoir une Rolls-Royce, mais c'est pour ce que ça représente. Voilà, c'est d'avoir un intérieur comme celui-là. C'est d'avoir un bijou comme celui-là. C'est de pouvoir partir en vacances de ce truc-là, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en train de... Pardon. Elle est en train d'illustrer tout ce qu'elle voudrait avoir et qui lui ferait un immense plaisir. Ce peuvent être des objets, mais ça peut aussi être des activités, ça peut être aussi des participations à des choses intellectuelles, peu importe. Et donc, créez votre carnet de rêves dans lequel vous illustrez, vous notez, vous illustrez vos rêves. Vos rêves, ce ne sont pas des objectifs. Un objectif, pardon, c'est un rêve avec un délai, c'est-à-dire un rêve, pour telle date, je veux avoir réalisé telle chose ou je veux posséder telle chose. Il y a des tas de rêves possibles et je peux vous assurer une chose, c'est que quand vous allez faire la situation actuelle avec les carnets de dépenses, etc., etc., vous allez voir qu'il y a énormément d'argent qui peut se dégager, beaucoup plus que vous ne le pensez, d'argent que vous dépensez aujourd'hui, excusez-moi de le dire, peut-être à des futilités, et que vous allez pouvoir mettre de côté pour pouvoir commencer à créer la réalisation de vos rêves. Et donc, avoir des objectifs dans la vie, c'est hyper important, parce que d'abord, c'est extraordinairement motivant, vous savez pourquoi vous vous réveillez le matin, et puis ensuite, eh bien, vous y allez, vous travaillez pour, et vous réalisez vos objectifs. Une condition très importante, c'est évidemment votre engagement. Donc, quand vous avez un rêve, et une fois que vous avez fait votre liste de rêves, ben, vous demandez quels sont les rêves que je veux absolument atteindre et dans quel délai. Une fois que c'est avec un délai, vous avez un objectif. Il n'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce que derrière un objectif, il y a un engagement. Et un engagement, c'est je veux coûte que coûte. Il n'y a personne ni rien qui m'empêchera de réaliser cela. Sur une échelle de 1 à 10, notez vos rêves. Quel est le degré de désir de ce rêve que vous avez? Je peux vous dire une chose. Vous ne réaliserez que les rêves pour lesquels vous marquez 10. Parce que tous les rêves, les autres, vous allez essayer. Je vais vous demander de faire un exercice avec vous-même, par exemple. Essayez de vous gratter la tête. Je parie que la plupart d'entre vous ont mis la main et ont commencé à se gratter. Je n'ai pas dit grattez-vous la tête. J'ai dit essayez de vous gratter la tête. J'essaye de me gratter la tête, mais je n'y arrive pas. Parce que essayer, c'est se donner la permission de rater. Vous ne pouvez pas essayer d'aimer quelqu'un.
Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Point barre. Vous ne pouvez pas essayer de vous brosser les dents. Vous vous brossez les dents, vous ne vous les brossez pas. Vous ne pouvez pas essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous expliquez ou vous expliquez pas. Alors que vous expliquez bien ou mal, ça c'est une autre paire de manches. Mais essayer n'est pas un engagement. Quand les gens disent je vais essayer, je sais déjà que c'est râpé, c'est foutu. Jamais personne ne réussit quelque chose en essayant. On le fait, on fait des erreurs, mais on n'essaye pas, on y va. Et ça, c'est un objectif. D'accord ? Un objectif, c'est quelque chose dans lequel vous engagez à 100% et pas à 99%. C'est vraiment capital ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment capital. Donc, vous prenez votre carnet de rêve et puis définissez quel rêve vous voulez absolument réaliser. Et après ça, vous vous demandez, ben ok, mais pour réaliser ces rêves, j'ai besoin de combien ? Et c'est là que toute votre épargne va commencer à prendre du sens. Parce qu'on fait de l'épargne de sécurité, on fait de l'épargne pour sa retraite, mais la vraie épargne importante, oh, je m'excuse, j'ai fait des bêtises là, la vraie épargne importante, c'est évidemment l'épargne pour ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ou pour vous, ou pour vos enfants, ça n'a pas d'importance. Il faut que j'avance, mesdames et messieurs, parce que je suis déjà largement en train de dépasser l'heure, il est déjà 21h12. Troisième chose importante, la règle des 50-30-20. C'est quoi la règle des 50-30-20 ? Eh bien, c'est l'objectif de votre situation actuelle, c'est d'arriver le plus rapidement possible à pouvoir diviser vos revenus, tous vos revenus que vous touchez, en 3 catégories. 50% des revenus pour ce qui est indispensable, 30% des revenus pour vos envies et 20% pour vos économies. Et vous pouvez changer, vous pouvez très bien dire 20% pour mes envies et 30% pour mes économies. Ou, si vous en avez la possibilité, eh bien, je mets 40% dans mes besoins et le reste dans mes économies. Chacun fait comme il veut. C'est très important de donc d'être très précis dans vos dépenses de façon à pouvoir les mettre dans des catégories. D'accord ? Et ça, c'est de vous y tenir. C'est vraiment vous tenir à ce genre de répartition de vos revenus. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va créer votre retraite. Et on va voir tout de suite, je vais vous montrer quelques calculs pour vous montrer l'importance de cela. Pardon. C'est de créer... Il ne faut pas nécessairement tout sacrifier aujourd'hui pour demain, mais il faut sacrifier un certain nombre de choses aujourd'hui pour pouvoir vivre tranquillement demain. Parce que je vous ai dit, les pensions et les retraites, mesdames et messieurs, les jeunes, ceux qui éventuellement m'écoutent, qui ont 17, 20, 25 ans, vous pouvez oublier votre retraite et vous pouvez oublier le chômage. D'accord ? Vous serez 100% responsable de vous-même. Ça, je peux vous le garantir. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est bien 50, 30, 20, mais moi, je n'ai que 900 € par mois. Je dépense tout. Tous mes besoins, c'est dans les 900 €. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me payer des envies et je ne peux certainement pas avoir des économies. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, pour vous, soyez créatifs. Demandez-vous, mais comment est-ce que je peux faire pour gagner un peu plus, ne fût-ce que 100 € ou 150 € de plus, pour graduellement arriver à respecter cela. Parce que si vous ne faites rien, eh bien, c'est clair que vous allez commencer à dire c'est l'État qui doit me payer, les riches c'est tous des salauds, etc., etc., etc. Mais d'une façon ou d'une autre, vous ne prenez pas responsabilité de vous-même. C'est très dur ce que je dis, mais c'est comme ça. Vous ne prenez pas responsabilité de vous-même. Donc, ça peut être très simplement, hein, je vais demander à mon voisin, tiens, vous avez des enfants, est-ce que vous souhaitez que je garde vos enfants ? Ou je fais la vaisselle pour vous, et vous me payez, je sais pas moi, 10 € chaque semaine pour faire 2 fois la vaisselle. Ou des trucs comme ça. Des petits trucs idiots, mais il y a moyen de gagner de l'argent. Je vous jure qu'il y a moyen de gagner de l'argent. C'est pas très, très, très compliqué, mais ça demande de la persévérance, ça demande un peu de créativité. Et surtout, ça vous demande un objectif. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à gagner X+. Voilà. Je signale d'ailleurs que 38% des Français, aujourd'hui, ont un deuxième boulot. D'accord ? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, ils cherchent créativement comment faire. Et évidemment, l'Internet est bourré
de gourous qui vous en donnent des tonnes, des tonnes et des tonnes de trucs, mais il y a des choses très intéressantes à faire rien que de vos mains et qui vous permettent de pouvoir améliorer un petit peu votre quotidien, pour autant que ce soit possible, bien évidemment. Je ne parle pas des handicapés et autres personnes qui éventuellement ne pourraient pas faire cela, bien que je connais des handicapés qui utilisent leur cerveau et qui donnent des cours à distance par Internet à des jeunes et qui se font payer par là pour ça. Donc il y a très souvent, dans la plupart du temps, il y a des moyens. Ok, continuons comme ça. Donc ça, c'est la règle des 50, 30, 20. Elle est très, très importante. Donnez-vous ça comme règle de vie. C'est vraiment très, très intéressant. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous épargnez 5% de votre revenu et que vous l'épargnez vraiment. Combien de temps vous faut-il, en mettant 5% de votre revenu de côté, pour avoir 1 an de revenu en épargne? D'accord? Eh bien, c'est très simple, c'est 20 ans. 20 fois 5, ça fait 100. Si vous avez mettez 10% de votre revenu de côté, en 10 ans, vous avez 1 an de revenu de côté. 1 an de revenu. Si vous mettez 20%, c'est pour ça que la règle est de 20%, 20% de côté, vous avez 5 ans nécessaires pour avoir 1 an de revenu sur votre compte d'épargne. Si vous mettez 50% de votre épargne en côté, en 2 ans, vous avez 1 an de revenu, et 75% de votre épargne, en 4 mois, vous avez 1 an de revenu. Ceci en faisant bêtement ce calcul-là, mais si je calcule l'intérêt composé, parce que je place cet argent à de l'intérêt composé, eh bien, vous allez voir qu'avec 20% d'épargne, vous allez non pas avoir besoin de 5 ans pour avoir 1 an, vous aurez doublé cela en 2 ans de plus, c'est-à-dire en 7 ans, vous aurez 2 ans de revenus mis de côté. 2 ans. C'est beaucoup, 2 ans. D'accord? Donc, il faut bien vous rendre compte combien c'est intéressant de pouvoir se faire un objectif de mettre 20% de son revenu de côté, rien qu'en épargne. J'ai même pas encore parlé dans quoi est-ce que vous allez épargner, parce que ça, ce sera l'objet d'autres journées. Mais évidemment, tout ça, ça nécessite de la discipline. Pourquoi? Parce qu'on est terriblement tenté, et de plus en plus, et toute la publicité nous y pousse, c'est ce qu'on appelle la gratification instantanée. D'accord? J'ai une belle-fille que j'adore, qui est absolument adorable, mais elle passe son temps à faire des dépenses que moi j'estime totalement futiles. Pourquoi? Parce que ça lui fait un plaisir terrible d'avoir quelque chose, mais je constate qu'une semaine après, c'est devenu la normalité, elle ne regarde même plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gratification immédiate. C'est le plaisir immédiat d'acheter quelque chose, et toute la publicité nous pousse à ça. C'est la fameuse société de consommation. Donc, je vous invite vraiment à vous demander, mais qu'est-ce qui me donne un plaisir sur le long terme, vraiment permanent sur le long terme? Ça, c'est quelque chose que je vais mettre en objectif, mais il y a plein de dépenses que je fais aujourd'hui dont je peux parfaitement me passer. Ça ne va rien changer à mon style de vie, ça ne va rien changer à ma santé, ça ne va rien changer à mon bonheur. Mais par contre, si je ne fais plus cette dépense, je peux mettre cet argent dans de l'épargne qui va me permettre d'avoir une gratification sur le long terme. Et donc, la ligne verte que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la gratification retardée ou comment on appelle ça, la gratification, oui, retardée, d'accord, et la gratification immédiate, d'accord, qui est ici. La gratification immédiate, c'est ici, dans le temps, dans l'émotion, je suis très positif, c'est impeccable, mais sur le temps, je vois que ça ne m'a pas apporté grand-chose. Par contre, une gratification retardée ou reportée, c'est plutôt ça, eh bien, c'est aujourd'hui, ça me fait peut-être un petit pincement parce que je ne vais pas me faire ce petit plaisir, mais sur le long terme, les conséquences de cette non-dépense vont être beaucoup, très, très, très gratifiantes pour moi dans le futur. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre
ces 50, 30, 20 et de faire cet état des lieux pour que vous puissiez vous-même avoir quelque chose et vivre une vie pleinement, comment dirais-je, sereine. La capacité à se discipliner pour reporter une gratification immédiate afin de profiter des plus grandes gratifications futures est une condition impérative de la réussite. Ça, c'est un très, très, très grand motivateur qui s'appelle Brian Tracy, qui est archi connu dans le monde entier. C'est un des messieurs qui a le plus travaillé sur les aspects de motivation. Il a entraîné des équipes de football, de baseball, c'est un grand animateur de motivation des soldats américains. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais une des choses qui est la plus importante, c'est ça. C'est retarder la gratification immédiate pour arriver plutôt à une gratification désirée. Et donc, dans toutes les dépenses que vous avez, c'est toujours vous poser la question, quelle qu'elle soit, il y a quelques moments que vous fassiez cette dépense, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça fait partie de mon score 1 ou de mon score 2 ou de mon score 3? Si c'est mon score 3, je laisse tomber. Je préfère mettre cet argent directement dans mon petit pot, dans mon petit cochon, parce que ça va me rapporter beaucoup plus dans le futur. Et donc, j'en arrive à parler de mes économies. Et dans mes économies, il y a deux sortes de choses. Enfin, il y a une économie, c'est ce que je mets de côté. Et je vais distinguer deux choses, c'est l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est l'argent que vous mettez de côté avec un maximum de sécurité pour que ce capital ne disparaisse pas. Et vous le mettez de côté dans le but d'assurer votre autonomie financière, particulièrement votre retraite. Et cette épargne, cet argent doit impérativement garder son pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que vous placez cet argent dans quelque chose qui au moins vous permet de garder la valeur de votre capital et de maintenir le pouvoir d'achat de ce capital. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne. L'investissement, l'investissement, c'est une part de votre épargne, que vous avez distillée de votre épargne, mais que vous allez en plus faire travailler pour vous. Mais en le faisant travailler pour vous, vous prenez un risque. Parce que l'épargne est généralement considérée comme on va placer dans des choses avec le moins de risques possible. L'investissement, c'est peut-être un peu plus risqué, mais plus il y a de risques, plus il y a de rendement potentiel. Donc, sachez quand même que tout placement, quel qu'il soit, comporte un risque. Vous placez votre argent dans un livret A aujourd'hui, eh bien, le risque est que vous ne maintenez absolument pas votre pouvoir d'achat parce que vous êtes bombardé de frais, les rendements sont absolument ridicules, et en plus de ça, avec l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, c'est complètement ridicule de placer de l'argent dans un livret A aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui vous, littéralement, vous avez un risque énorme, même pas presque un risque, la certitude de perdre du pouvoir d'achat. Voilà. Alors, investir, c'est pas la même chose que spéculer. Investir, c'est faire des placements raisonnés en calculant toutes sortes de choses, comme on a fait les tableaux là tout à l'heure. Ça, c'est un investissement. La spéculation, c'est évidemment essayer de jouer sur des trucs complètement incertains où vous pouvez gagner et perdre, un peu comme la roulette au casino. Voilà. Le risque, c'est quoi? C'est quelles sont les chances que je perde tout ou partie de mon capital investi. Il est évident que plus je prends un risque, plus le rendement que j'attends est élevé, parce que le risque de perte est élevé aussi. Donc si je prends quelque chose avec un rendement élevé, c'est peut-être que je prends un risque. Eh bien non, pas toujours, parce qu'il y a des situations où vous pouvez avoir des rendements élevés et pratiquement sans risque. Et donc ça, ce sont des choses dont on pourra parler un peu plus tard. Alors, c'est pour ça qu'il est vraiment important de rentrer dans de la formation, de rentrer dans de l'éducation financière pour apprendre à bien gérer ce risque. Il est important de se fermer. Mais n'oubliez pas une chose, créer de la richesse, ça se fait pas à pas et ça prend du temps. Être riche instantanément, il n'y a qu'un moyen, c'est de gagner au loto, et les chances de gagner au loto, c'est de l'ordre de 1 sur 160 millions. Autrement dit, vous n'êtes pas au début de votre richesse. On perd plus d'argent au loto qu'en achetant des livres d'éducation financière et d'appliquer ce qu'il y a dans ces livres. Ça, je peux vous le garantir.
Dernière information que je voudrais vous donner, parce que j'ai galopé à travers tout ceci, je suis vraiment désolé, mais je me mets la pression à cause du temps. L'éducation financière pour enfants, est-ce important? Oui, 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 et 100 fois oui, d'accord? Notre responsabilité de parents nous impose d'éduquer nos enfants, particulièrement dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, avec un vieillissement de la population. Et donc, il est vraiment important que les enfants apprennent à gérer bien correctement leurs sous. Et donc, il faut les éduquer le plus rapidement possible en matière de finances. Et là, je voudrais vous proposer 3 livres. Un livre qui est pour vous, parents adultes, et qui s'appelle Nos enfants riches et brillants, qui est un livre comment est-ce que les parents peuvent éduquer leurs enfants au niveau financier. Un autre livre qui est destiné aux enfants, Le Père riche, Père pauvre pour les ados et les jeunes adultes. Ça, c'est un livre que je recommande que vous achetiez, que vous mettiez en cadeau à vos jeunes. L'âge de 12-15 ans, ils sont tout à fait capables de comprendre ce qu'il y a dans ce bouquin et de commencer à étudier avec eux. Et le livre premier va vous aider à vous poser les bonnes questions, à bien guider votre enfant dans la lecture du deuxième livre ici. Et enfin, le troisième livre, qui est de Mathias Bassino, Prenez votre argent en main, devenir riche, ça s'apprend. Mathias Bassino ce livre vient de sortir en collection J'ai lu, 8,54 €, ça coûte vraiment pas cher. Il est bourré de bonnes informations, mais bourré, c'est extraordinaire. Et j'ai l'intention d'inviter Mathias Bassino comme invité un soir à une de mes lives, parce que c'est vraiment un monsieur qui a compris énormément de choses et qui écrit très très bien par rapport à ça. Je suis vraiment, vraiment admiratif de ce qu'il a écrit. J'ai beaucoup appris en lisant son livre. Voilà. Alors, résumé, prenez vos finances en main. Donc, c'est réviser vos croyances, refuser le jargon des banques et des assureurs, demandez-leur de parler du français et non pas des trucs. Calculez, 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 apprenez à calculer. Et une seule formule des intérêts composés vous aide à déjà calculer énormément. Fixez-vous des objectifs d'épargne. Appliquez la règle 50-30-20. Évidemment, soyez disciplinés. Et enfin, éduquez-vous. D'accord? Sachez une chose, plus le risque est élevé, plus ça peut rapporter, mais aussi plus ça peut perdre. Diversifiez pour réduire le risque. Réduisez ou négociez en tout cas la réduction des frais. Et ne soyez pas pressés, le temps travaille pour vous, à condition que vous respectiez les principes ici-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été un peu professeur ce soir, je le serai encore, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous parler de ceci. Peut-être que vous pensez que j'ai enfoncé des portes ouvertes. Non, 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 non. Même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent des principes mais qui ne les appliquent pas, et savoir mais ne pas l'utiliser, c'est la même chose que de ne pas savoir. Donc par conséquent, merci à vous, appliquez, et j'attends de vous beaucoup de feedback par rapport à ceci et par rapport à l'utilisation de ceci, parce que ceci est vraiment très très important. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Rendez-vous à notre prochaine émission le 4 mars 2026 au numéro 56. Au revoir.